Bon, petit exercice pour commencer rapidement. Je vous montre, vous allez tester après. Nouveau document. Masquer le damier de transparence. Je fais un rectangle rempli de noir, sans contour. Je le tourne. Je fais du texte. Voilà. Ok. Je vectorise le texte. Je ne vais même pas m'ennuyer avec la police de caractère ici. Je vais vectoriser le texte après un petit passage par la palette caractère pour passer de l'approche automatique à l'approche optique. En fait, en automatique, il était en métrique et je suis passé en optique et donc ça devrait mieux se passer. Bon, ben ça, c'est pas difficile. Un rectangle noir qui est tourné avec du texte. Et je vais ici vectoriser le texte. Oui, c'est menu texte vectorisé. Je vais devoir casser le tracé transparent parce qu'il y a plein de tracés transparents. Quand on demande de vectoriser un texte, ça nous transforme chacune des lettres en un tracé transparent, même si ce n'est pas nécessaire. Je m'explique. Quand j'ouvre la palette des calques et que j'ouvre le groupe qui a été créé par la vectorisation donc, des caractères, ce sont tous des tracés transparents, ces lettres. Même si le S, par exemple, il n'y a pas de trou. Donc techniquement, il n'y avait pas besoin que ce soit un tracé transparent. Mais c'est automatique, il fait des tracés transparents pour chacune des lettres. Je vais donc casser ça. Objet tracé transparent annulé. Donc ça veut dire que les trous des lettres deviennent des objets indépendants. On a beaucoup plus d'objets tout d'un coup. Et ils font plus trous. Et pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que je voudrais associer les lettres avec le rectangle dans un système de tracé transparent. Et si je ne casse pas d'abord le tracé transparent sur les lettres, ça risque de ne pas bien fonctionner. C'est une petite astuce, souvenez-vous de ça. Objet tracé transparent créé maintenant, après avoir sélectionné à la fois le rectangle et les lettres. Et voilà, vous avez vite fait un logo avec un système de négatif là où ça se superpose. Bon, les choses peuvent encore être bougées avec la flèche blanche plus, parce que j'ai qu'un seul objet du coup, hein, évidemment. Je n'ai plus qu'un seul objet sur lequel tous les vecteurs se trouvent. Avec la flèche blanche plus, je peux aller accéder à chaque partie et les redimensionner, tourner, etc. Donc avant de faire le tracé transparent avec le rectangle et le texte vectorisé, j'ai cassé le tracé transparent sur le texte en faisant objet tracé transparent annulé. Donc tous les caractères vectorisés étaient sélectionnés et j'ai annulé le fait que là où ça se superpose, ça fait des trous. Puis j'ai sélectionné le tout avec le rectangle et j'ai refait un tracé transparent. C'est ça l'astuce, il faut défaire pour mieux faire. Bien. Et dernière étape de ce logo super vite fait qui ne ressemble pas à grand chose, mais il ne faudrait pas grand chose pour que ce soit un peu plus chouette. Je vais dessiner dans le tracé transparent directement. Parce que si je prends la plume là et que je dessine quelque chose, on voit ça se met à part. Ce n'est pas dans le tracé transparent. Alors, pour dessiner dans le tracé transparent, je vais le faire passer en mode isolation. Clic droit, isoler le tracé sélectionné. Clic droit, isoler le tracé sélectionné. Et à partir de ce moment-là, quand je dessine quelque chose, ça tombe dans le tracé transparent. C'est le même principe que pour les groupes. On avait vu que si on veut que quand on dessine, ça tombe directement dans le groupe, il fallait isoler le groupe. Et bien ici, j'ai isolé un objet, ce qui est un peu ridicule parce qu'il n'y a pas d'autres objets en fait. Je l'isole de rien du tout en fait. Mais le but, c'est que les nouveaux objets que je crée arrivent directement dedans. Ok. Alors là, j'ai juste un petit problème que je vais régler ici sans doute. Oui, c'est ça.
L'objet que j'avais créé là, à l'intérieur, quand je le superpose au reste, ben, il ne fait pas un trou. Et donc je suis allé dans menu fenêtre, options d'objet, et j'ai demandé ici tout affiché. Menu fenêtre, options d'objet, tout affiché. En ayant mon objet sélectionné, je vais inverser le sens de construction. On en avait parlé l'autre jour, vous m'aviez posé la question. Mais voilà, c'est à ça que ça peut servir d'inverser le sens de construction d'un objet, c'est que parfois, quand il fait partie d'un tracé transparent, il ne fait pas de trou. Et donc j'inverse le sens de construction pour que ça marche. Ok? Bon, je vais le supprimer celui-là, parce que c'était juste un exemple, et je vais tenter de faire une espèce de logo un peu plus intéressant. Si ça pouvait représenter une espèce de bouquin, ce serait pas mal. Voilà, suggérer le fait que ce soit comme un livre éventuellement. Voilà. Changer la police de caractère, c'est plus possible évidemment. Ce n'est plus possible puisque c'est du texte vectorisé. Bon, ben ça c'est juste le petit truc du matin pour démarrer. Bon, mine de rien, c'est pas si simple que ça. Donc flèche blanche plus pour pouvoir modifier. Ouais, ça c'est malin. Il faut activer aussi le trou. Ok. Bon, ben là je viens de manipuler un peu donc les contenus avec la flèche blanche plus pour avoir accès à l'intérieur de ce système de tracé transparent. Il y a une petite astuce à comprendre vraiment avec la flèche blanche plus. Si je veux bouger à la fois mon triangle ici et mon carré, clique sur le carré, puis majuscule clic sur le triangle. Si je clique une troisième fois, ça sélectionne aussi le texte parce que cet outil, la flèche blanche plus, c'est l'outil de sélection directe progressive. Ça remonte dans la hiérarchie. Donc si je veux bouger le triangle et le carré seulement, je clique à côté, je clique sur le carré, je clique sur le triangle avec la touche majuscule, puis je vais enfoncer le bouton de la souris, le garder enfoncé et bouger. Donc ce n'est pas vraiment un clic, c'est un cliquer glissé. Parce que si je fais un clic, ça sélectionne donc le niveau supérieur, le texte aussi. Ça sélectionne tout l'objet en fait. C'est ça le niveau supérieur ici. Tiens, tiens. Mon triangle qui ne fait pas un tracé transparent, alors qu'ailleurs il le fait. Non, il ne le fait pas non plus. Ok. Il faut que je le refasse au niveau de la palette des options d'objets. Inverser le sens à nouveau. Là, ça marche. C'est quoi déjà option d'objet, où est-ce qu'on le trouve? Alors, je fais ce caractère particulier. Vous savez comment ça s'appelle? Esperluette, oui. Et non pas esperturlutte. Ce n'est pas la même chose.
Bon, ben là aussi, ce genre de caractère avec différents trous, il est possible que quand on le vectorise, les choses ne soient pas correctes et il faudra aller dans les options d'objet, donc dans la palette options d'objet, inverser, après l'avoir sélectionné avec la flèche blanche plus, inverser le sens d'un des trous en fait. Hein. C'est tout à fait habituel quand on vectorise des objets complexes, que ce soit des images ou du texte d'ailleurs. Si au final j'ai plein de trous, il est possible que des petites retouches au niveau du sens de construction des objets soient nécessaires. Donc dans les options d'objets, oui, nous on a un peu forcé les choses en jouant sur l'inversion du tracé, mais c'est vrai qu'avec cette option-là, normalement ça ne fait pas de trou et avec celle-là ça en fait une. C'est donc la règle odd-even, la règle pair-impair. Mais si vous jouez sur le sens de construction des tracés, vous n'avez pas besoin de vous en occuper en fait, hein, de ces options ici. Avec l'option qui était là cochée d'office, vous avez le contrôle sur le sens de construction des tracés. Alors le sens de construction des tracés pourrait aussi avoir de l'importance quand on met des brushes artistiques. Voyons un peu ici. Ok. J'ai un tracé qui a été construit dans le sens horaire. Je vais mettre une brush dessus. Je vais épaissir par la palette contour. Voilà. Ah oui, évidemment ici, il ne va pas vouloir le faire. Donc, on laisse tomber. C'est par le brush que je devrais inverser en fait. Dans les réglages du brush ici. Oui. Oui. Bon, ben, dans le cas des traits ici, je voulais inverser le trait pour que la brush aille dans le sens anti-horaire. Et en sélectionnant l'objet, ben, c'est pas possible, on n'a pas accès. Et donc j'ai dû utiliser les options de la brush. On va en parler, ça, hein, les options des brushes, notamment ici le sens de construction. Le sens d'application plutôt. Le sens d'application. Quand je clique sur OK, ça me demande si je veux appliquer les changements aux contours qui sont déjà sur le plan de travail. Je vais le faire et vous allez voir que là, mon trait va aller dans le sens horaire plutôt qu'anti-horaire. Donc dans le cas d'une brush, c'est plutôt par la palette des formes, donc la palette des brushes, qu'on va changer le sens de construction. Mais on y reviendra. Alors, je vais donner à cet objet une couleur. Je ne sais pas donner des couleurs différentes aux différentes parties de l'objet, puisque ce n'est pas... il ne s'agit pas d'objets différents, en fait. C'est un seul objet. C'est un tracé transparent. OK. Je voudrais mettre un effet d'épaisseur, de biseau. C'est pas très heureux, mais pourquoi pas, parfois ça peut être intéressant. Alors, j'ai la possibilité d'aller dans la palette aspect, créer différents fonds et mettre sur les différents fonds un effet de décalage pour donner un effet de biseau. Je peux aussi utiliser des styles graphiques qui sont déjà prévus. Donc dans la palette des styles graphiques, si je vais voir les bibliothèques des styles graphiques en bas à gauche, j'en ai qui concernent les boutons. Voilà, ça c'est la palette non modifiable des boutons. Et vous pourriez tester l'application d'un bouton et vous avez un effet de biseau sur le texte. Comment est-ce qu'il a été fait? En sélectionnant le texte, il suffit d'aller voir dans la palette aspect. Et je vois que j'ai donc différents fonds avec certainement, oui, des décalages. C'est grâce au décalage que les différents fonds se rétrécissent au fur et à mesure qu'ils s'empilent sur l'objet. Bon, honnêtement, le biseau, les effets de biseau, les effets spéciaux dans Illustrator, c'est un peu foireux.
Donc, il y a une possibilité de transférer temporairement le document dans Photoshop et de le faire dans Photoshop. Ici, je vais sélectionner mon objet et dans le menu de la palette aspect, je vais demander de réduire à l'aspect de base. Donc, tous les effets spéciaux ont été supprimés. Je n'ai plus qu'un dégradé, celui qui était à la base du style graphique que j'ai été chercher. Mais ce dégradé, sur le fond, là, je peux aller le changer en une couleur unie si je veux. Bon, ben écoutez, je vous montre rapidement alors, puisque vous venez de voir que si vous voulez faire du biseau dans Illustrator, ce n'est pas génial. Même chose pour les ombres, c'est beaucoup plus facile à gérer dans Photoshop. Alors, vous regardez, vous allez tester après, ce qui va être vu ici est très intéressant. Je vais enregistrer le document donc sous le nom tracé transparent pour logo, et ça va être ma version 3. Je vais ouvrir Photoshop, pas celui-là. Et oui, ça va être dur d'ouvrir Photoshop à cette heure-ci. Alors, voilà la technique. Il faut que j'importe les vecteurs Illustrator en tant que vecteurs dans Photoshop. Je ne vais pas les pixeliser. Et grâce aux objets dynamiques, on peut avoir les vecteurs Illustrator dans Photoshop, ce n'est pas un problème. Je crée une nouvelle image et je vais importer, je vous montre, ne faites pas, parce que là je suis en train de faire une erreur expressément pour vous montrer. J'importe fichier importer et incorporer. Je vais aller importer donc le fichier Illustrator. Le voilà. Je valide avec le petit V, là au-dessus, l'importation. Bon. Ben, il est arrivé dans un document qui, au niveau proportion, n'a pas les bonnes proportions, on est d'accord. Hein. J'avais créé un document Photoshop un peu n'importe quelle taille, j'importe le document Illustrator, forcément les proportions ne sont pas les mêmes. Donc voilà la bonne méthode. Je vais fermer ça. La bonne méthode, si je veux faire passer temporairement le fichier Illustrator vers Photoshop, c'est de d'abord ouvrir le fichier Illustrator. Fichier ouvrir. Là, je suis en importer un fichier PDF. C'est parce que c'est un fichier Illustrator compatible PDF que j'ai enregistré. C'est d'office comme ça. Voilà. Ça, c'est mon document Illustrator qui a été pixelisé. Si je vais voir de près, ce sont des pixels. Et ce n'est pas un objet dynamique, donc aucune chance qu'il y ait dedans les vecteurs. Alors pourquoi est-ce que j'ai ouvert le document Illustrator comme ça si c'est pour avoir les pixels? Mais c'est pour avoir un document qui a la bonne dimension. Maintenant, il faut que je fasse sélection, tout sélectionner et j'enfonce la touche suppression. Sélection, désélectionner. Donc sélection, tout sélectionner, touche suppression, sélection, désélectionner. Et j'ai un document qui est prêt à accueillir mon Illustrator vectoriel en faisant cette fois-ci non pas fichier ouvrir, parce que ça on a vu que ça crée des pixels, mais en faisant fichier importer. Ok, je valide, et voilà, c'est propre. J'ai un document récepteur qui a la même proportion, les mêmes dimensions que mon document Illustrator. Donc je répète la procédure, j'ouvre le document Illustrator dans Photoshop. Ok, j'obtiens un document pixel. J'ai donc perdu de la qualité du document Illustrator. C'est un calque pixel dans Photoshop. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? C'est pour avoir les bonnes dimensions de mon document Illustrator. Maintenant, il faut que je fasse sélection, tout sélectionner, touche suppression, sélection, désélectionner. Et puis, j'importe en tant que vecteur, dans un objet dynamique, j'importe le document Illustrator en faisant fichier importer. Mais depuis Illustrator, il n'y a rien à faire. Et depuis Illustrator, il n'y avait rien à faire, en fait, non. Si ce n'est, peut-être quand même dans Illustrator... non, même pas. La taille du plan de travail. Il faut que le plan de travail englobe le logo. Si le logo déborde en dehors du plan de travail, il sera pas, cette partie-là ne sera pas ouvrable dans Photoshop. Voilà. Alors, pour répondre à ta question, dans ce cas-ci, j'ai importé avec l'option importer et incorporer.
Donc le fichier Illustrator n'est pas lié au fichier Photoshop. Si je modifie le fichier Illustrator, ça ne se répercute pas directement dans Photoshop. Si j'avais fait importer et lier, ce serait le cas. Mais il y a quand même une possibilité de mettre à jour, en fait. D'ailleurs, dans C6, c'est la seule solution parce que ça, c'est une nouveauté de CC. La possibilité d'apporter un fichier sous forme liée dans Photoshop. On met à jour l'objet dynamique si on change. Si on changeait, donc oui, parce que je n'ai pas encore montré, mais on a obtenu donc là un objet dynamique qui contient des vecteurs. Si on changeait le fichier Illustrator sur le disque dur et qu'on voulait mettre à jour dans Photoshop, il faudrait que l'objet dynamique soit sélectionné. Il faudrait qu'on aille dans menu, menu calque, objet dynamique, et ce serait l'option remplacer le contenu. Et là, tu vas pointer le fichier Illustrator sur le disque dur et ça va mettre à la place des vecteurs qui sont dans l'objet dynamique, ça mettra ceux qui sont dans le fichier sur le disque dur. Ça, c'est la méthode manuelle qui fonctionne aussi dans C6. Donc, c'est la seule qui fonctionnera dans C6 pour mettre à jour le fichier Illustrator. Bon, ben, ce qui m'intéresse ici, hein, je ne vais pas m'attarder énormément là-dessus, mais ce qui m'intéresse ici, c'est la possibilité de mettre des effets spéciaux sur cet objet dynamique. Donc, menu calque, style de calque, biseautage et estampage, enfin tous ceux qu'on connaît d'habitude. Voilà, donc c'est beaucoup plus souple que dans Illustrator pour obtenir quelque chose de qualité. D'accord? Le biseautage, quoi d'autre? Une ombre portée éventuellement. Mais elle ne se voit pas parce que le calque d'en dessous est vide. J'active le calque d'en dessous et je vais éventuellement le remplir de blanc. Édition remplir avec blanc. Voilà. Ok, l'ombre portée ne se voit toujours pas beaucoup. Pourquoi? Ombre portée, tiens. La distance peut-être. Oui, la distance, voilà. L'angle de l'ombre portée. On est en éclairage global, c'est-à-dire que quand je modifie l'angle d'éclairage sur un des effets, ça le modifie sur les autres. C'est logique. Bon, c'est pas mal du tout ça, hein, la possibilité de faire passer un document Illustrator temporairement par Photoshop. Ok. Et toutes les possibilités qu'on a au niveau de la texture, du texturage aussi. Voilà, par exemple ici. Dans biseautage estampage, j'enclenche texture et j'ai la possibilité donc de texturer l'objet avec des motifs que j'ai préalablement éventuellement chargés en faisant édition utilisée comme motif. Ah, ça c'est un motif qui sert pour donner du relief en fait. Hein. Maintenant, si c'est un motif avec de la couleur, on fait autrement. Par exemple, je vais chercher une image sur le web, une image de métal brossé par exemple. Tu pensais justement à ça. Le truc vraiment foireux par excellence. Mais bon, parfois les gens aiment bien donc les effets un peu kitsch, alors bon. Voilà, bon. Rapidement, aller chercher une image de métal brossé, choses qui sont très faciles à faire dans Photoshop en fait. Hein. Qu'est-ce qu'on a comme texture pas mal? Bon, on va essayer ça si on arrive à la voir. Pas ça, idiot. Ça. Ok. Je vais éventuellement l'importer dans le document, oui, parce que je m'apprêtais là à l'ouvrir dans Photoshop, cette texture, et elle a déplacé sur l'image, mais je peux aussi directement l'importer dans le document, fichier importé. Comme ça, ce sera un objet dynamique et il sera modifiable. On pourra le mettre à jour si on veut. Donc là, je montre juste le système de la texture. Voilà. Je vais agrandir donc cet objet dynamique qui vient d'arriver.
Je l'ai validé avec le petit V là au-dessus, hein, évidemment. Voilà. Transformation manuelle. Et pour qu'il n'apparaisse que sur le logo, je fais de l'écrêtage. Touche Alt entre les deux vignettes. Et voilà, il n'est visible que sur le logo. Je peux mettre un filtre de renforcement, accentuation sur cette texture. J'ai intérêt à zoomer pour voir ce que je fais. Voilà, amusant ça. Et l'accentuation va se mettre de manière dynamique, puisque je la mets sur un filtre dynamique. Le filtre d'accentuation apparaîtra dans la palette des calques. Voilà, donc pour donner un petit côté accentué. Voilà. Bon, ben, je ne vais pas aller plus loin ici. Vous avez compris en fait le principe. Si, ce que je peux faire, c'est maintenant modifier le fichier Illustrator et vous montrer la mise à jour. Bien. Donc, j'ai ma texture métal qui n'apparaît qu'à l'endroit du logo parce que je l'ai écrêté sur le logo. Au passage, j'ai mis un filtre d'accentuation. J'aurais pu mettre aussi au-dessus un calque de réglage de type teinte saturation pour changer sa couleur en cochant la case coloriser dans le réglage teinte saturation. Je peux aller éventuellement coloriser le métal. Oui, on peut l'écrêter. Dans ce cas-ci, c'est bien aussi. Voilà, bon. Franchement, si vous voulez mettre des effets de biseautage sur vos vecteurs, vous allez vraiment multiplier vos possibilités avec Illustrator si vous faites passer le document Illustrator par Photoshop, en fait. Là, je suis juste en train de modifier le biseau. Ok, bon, on va dire c'est bon. Je vais dans Illustrator, je vais modifier le logo. Alors, par exemple, en prenant ça, voilà, en prenant ça, en faisant une copie, voilà, en prenant ça, en faisant un miroir, il faut que je le sélectionne entièrement, ce truc, transformation miroir. Oui, je ne fais pas un effet spécial ici parce que je suis à l'intérieur d'un objet dynamique, donc je fais à l'ancienne objet transformation miroir. Voilà. Ok, bon. Alors disons que ça, c'est pas mal. Je dois absolument, dans ce cas-ci, agrandir le plan de travail parce que sinon la partie qui déborde là ne sera pas prise en compte dans Photoshop. Il faut que le plan de travail englobe le logo. Donc outil plan de travail, j'ai agrandi parce qu'il se trouve qu'il était devenu plus grand que ce qu'il était au départ. J'enregistre ce logo sous un autre nom. Je ne suis pas obligé de l'enregistrer sous le même nom puisqu'il n'y a pas de fichier lié. Je ne vais pas utiliser le système de lien dans Photoshop. Donc je peux enregistrer sous un nom différent. Et je vais faire manuellement la mise à jour dans Photoshop. Dans Photoshop, je sélectionne l'objet dynamique, enfin je l'active dans la palette des calques, l'objet dynamique qui contient mon logo vectoriel. Je fais calque, objet dynamique, remplacer le contenu. Et je vais pointer mon document Illustrator, c'était le 4, le voilà. Importer. Et on voit mon document qui est là, donc. OK. Et voilà. Et le contraire, et ça se fait automatiquement quand on va sauver. Donc je vais répéter pour ceux qui auraient loupé. Je vais aller ici dans Illustrator, oui, modifier mon logo. Tant qu'à faire, je vais aller modifier les vecteurs, ajouter des choses. Alors, un petit peu d'ordre serait utile quand même ici. Voilà.
Donc je vais isoler le tracé transparent de manière à pouvoir mettre directement de nouveaux vecteurs dedans. C'est l'occasion de rappeler le système. Clic droit, isoler le tracé sélectionné. Ça veut dire que quand je crée des vecteurs, ils devraient tomber directement dedans. Oui, ils tombent directement dedans. Sauf qu'ils n'ont pas le bon sens de construction. Donc dans Options d'objet, je vais aller inverser le sens de construction de ce rectangle pour qu'il fasse réellement un trou. Voilà. Avec la flèche blanche plus, je vais voir si je peux le copier en le déplaçant. Oui, en enfonçant la touche Alt, on arrive à faire ça. Je vais répéter la dernière opération de transformation que je viens de faire. Objet transformation, répéter la transformation. C'est CTRL D, on n'avait pas encore vu. Quand vous venez de faire un déplacement avec la touche Alt, vous avez fait une copie. Si vous voulez faire d'autres copies identiques à la même distance, au même angle, CTRL D. Ça correspond à objet, transformation, répéter la transformation. Enfin, voilà, quoi qu'il en soit, j'ai modifié mon logo. Je vais l'enregistrer sous un certain nom. « 05 ici. OK. Dans Photoshop, je vais mettre à jour l'objet dynamique. Il est activé dans la palette des calques, c'est bien celui que je travaille. Je vais dans le menu calque, objet dynamique, remplacer le contenu. Calque, objet dynamique, remplacer le contenu. Et je vais chercher mon fichier Illustrator là où il se trouve. Ça pourrait être un fichier qui n'a rien à voir en fait. Je pourrais me servir du fichier Photoshop comme base pour des effets spéciaux et mettre n'importe quoi comme vecteur dedans. Voilà, j'importe. OK. Voilà, et ça s'est mis à jour. Juste le problème que j'avais, c'est que vu que mon logo était plus grand, en fait, il n'apparaît pas en entier. Là, je vais agrandir. Voilà, je vais devoir agrandir, en fait. Oui. Là, on voit que la mise à jour s'est faite. J'ai mes trous qui sont là, à gauche. Avec l'outil de recadrage, je suis en train d'agrandir. Et je pourrais même agrandir beaucoup plus, faire déborder, c'est pas un problème. Outil de recadrage sert aussi à agrandir la zone autour. Je valide avec le petit V là au-dessus. Voilà. OK. Bien. J'ai juste un problème, c'est que dans le fichier Illustrator, il y a un fond blanc. Et en fait, je voudrais de la transparence. Donc, pourquoi est-ce que j'ai un fond blanc là? Bonne question. Ah, mais non, c'est mon fond blanc original du fichier Photoshop en fait. Voilà. Je l'enlève et voilà, c'est nickel, j'ai mon logo. Sauf que ma texture ne recouvre pas tout, ma texture de métal, elle s'arrête là. Bon, ben, je vais devoir travailler sur la texture ici, transformation manuelle, l'agrandir. Là, j'enfonce même pas la touche majuscule, je l'étire, c'est pas grave. Voilà. OK. Bon, ben, en fait, c'est pas compliqué, mais il faut s'habituer à tout ça pour que ça devienne vraiment des automatismes, en fait. Il y a un cap à passer. Il y a un cap à passer, et puis une fois qu'il est passé, c'est place à la créativité, vous vous occupez plus trop des problèmes techniques. OK. Et donc maintenant, je vais pouvoir enregistrer le fichier Photoshop. Je vais appeler ça logo d'Artagos 2 AI avec des effets Photoshop. Et c'est la version. Ah, non, mais je vais le renommer simplement comme ça. Donc logo d'Artagos 2 AI avec effets spéciaux Photoshop. Bon, ben on est bien d'accord, ce logo, il est devenu un peu atroce dans Photoshop. Bon, en fait, il est mieux s'il a pas de biseau, déjà. Avec l'aplat, il était pas trop mal.
Mais bon, on ne sait jamais, pourquoi pas, si vous avez besoin de le voir avec le biseau et l'ombre, la texture et l'ombre. Voilà, ce sera mieux de le faire dans Photoshop. Vous avez découvert que vraiment Photoshop peut venir en renfort de Illustrator. Alors à partir de là, je vais utiliser ce document Photoshop qui contient des vecteurs Illustrator. Je vais l'utiliser dans Illustrator. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il ne faut absolument pas l'utiliser dans le même document que celui qui a servi à créer le logo. Sinon, je crée une boucle. En fait, il faut utiliser ça dans un autre document. Donc, je vais faire un nouveau document Illustrator. Importer le fichier Photoshop, fichier importé. Donc, c'est celui-là, logo d'Artagos de AI avec effet de Photoshop. Je l'importe avec l'option lier. Ça va être bien pratique, ça. Ça veut dire que si je modifie le fichier Photoshop, eh bien le logo va se modifier. Tout seul. Ben, je vais le faire. Maintenant que j'ai importé le document Photoshop dans un fichier Illustrator, je vais aller dans Photoshop, modifier notamment, par exemple, la couleur. Ce sera encore plus simple. Voilà, il est passé de vert à rose. Je fais fichier enregistré. Dans Illustrator, il devrait y avoir un message qui me dit que le fichier a été modifié. Ça prend un peu de temps ici. Voilà, le voilà. Fichier manquant ou modifié dans le panneau lien. Voulez-vous les mettre à jour maintenant? Je réponds oui. Et voilà, mon logo est maintenant mis à jour. Oui, mais on ne peut plus le... Alors, quand on fait ce genre de choses, c'est intéressant que la mise à jour soit automatique. Parfois. Dans les préférences d'Illustrator, à la rubrique Gestion des fichiers, Préférences, gestion des fichiers, je peux dire ici mettre à jour les liens automatiquement. Et à partir de là, quand je modifie quelque chose externe à Illustrator, ça va se modifier d'office dans Illustrator tout seul. C'était donc dans Illustrator l'option des préférences, gestion des fichiers. Et j'ai mis automatiquement à cet endroit-ci. Donc je vais dans Photoshop, je vais modifier la couleur, voilà, la saturation peut-être, ok, on va dire ça c'est bien. Fichier enregistré. Dans Illustrator, il ne va plus me mettre le message, il va faire dès qu'il peut, il va faire la mise à jour de l'illustration. Ça prend un peu de temps. Voilà, c'est fait. Tout seul. Bon, ça prend un peu de temps parce que j'ai plein de copies qui sont en train de tourner là derrière et ça ralentit mon ordinateur assez fort. Et donc ta question c'est, oui, mais on ne peut plus modifier le logo. Ben si, on peut modifier le logo. C'est juste une gymnastique de l'esprit. Par exemple, pour modifier le logo, je dois retourner sur le fichier du logo. Je le montre quand même parce que voilà, avec la flèche blanche plus, je vais par exemple activer ceci et avec la touche majuscule, voilà, les déplacer avec la touche Alt, les voilà, c'est bien une copie, oui. Je vais les déplacer de ce côté-là. Sans plus enfoncer la touche Alt, puisque j'ai fait un arrêt entre les deux. Voilà, donc cette fois-ci, j'ai des carrés de chaque côté. Fichier enregistré. Dans Photoshop, sur l'objet dynamique ici, je dois faire le remplacement. Calque, objet dynamique, remplacer le contenu. J'aurais pu faire un lien aussi, mais je n'ai pas fait, ça complique les choses. Et en plus, bon, ce que je vous montre ici fonctionnera dans C6. Il y a encore pas mal de boîtes qui ont C6, alors
Ce que je vous montre ici fonctionnera encore dans C6. Le remplacement manuel du contenu, et je l'avais appelé comment? 0,5. Oui, ça doit être ça. Oui, c'est ça. Voilà, les trous sont apparus à droite. Je viens de mettre à jour manuellement le contenu de l'objet dynamique dans Photoshop. Le fichier Photoshop, je l'enregistre sous le même nom. Là, je ne change pas le nom parce qu'il est lié dans le fichier Illustrator. Dans Illustrator, dans ce document-ci, la mise à jour va se faire à un certain moment. Voilà, donc la mise à jour, c'est faite. Bon, c'est pas mal ça, hein? Ça veut dire que tous les outils de Photoshop, tous les filtres, etc. de Photoshop, toutes les possibilités techniques, vous les avez à disposition de Illustrator pour pousser plus loin vos travaux. Vous travaillez en vectoriel, mais vous pouvez ajouter par-dessus des choses pixels, des effets spéciaux Photoshop. Alors, je vais aller chercher une image dans Google, parce que ça, je devais de toute façon vous le montrer. Okay. Prenons ça. Je vais peut-être demander des plus grandes images quand même, parce que là, c'est un peu pourri au niveau de la définition. Ok, essayons ça. Voilà, donc j'ai téléchargé une image. Je vais l'ouvrir dans Photoshop et l'enregistrer au format PSD, parce que pour l'instant c'est du JPEG. Merci. Alors, j'enregistre au format Photoshop. Si j'en avais plein, j'utiliserais le processeur d'image pour les transformer toutes en format Photoshop, bien sûr. Elle est au format Photoshop. Voilà son nom. Desert Karoo, Karoo Desert, blabla, .psd. C'est bien du Photoshop. Dans Illustrator, je vais l'importer. La version PSD, je l'importe. Voilà. Et donc, puisque c'est un fichier Photoshop, je peux mettre dans la palette des calques de Photoshop des calques de réglage pour modifier cette image. Je peux faire tout ce que je veux. Dès que j'enregistre, ça va se mettre à jour dans Illustrator. Donc, très intéressant ceci. Possibilité dans Photoshop d'aller mettre des calques de réglage. Pour modifier. D'autres calques de réglage. Voilà. Fichier enregistré. Je vais dans Illustrator et c'est mis à jour. Encore plus vite que pour l'autre logo. Donc très intéressant cette possibilité de, dans Photoshop, faire ce qu'on veut. Voilà. Au niveau retouche d'image. Et automatiquement, dans Illustrator, les images utilisées vont être mises à jour. Okay, fichier enregistré dans Illustrator, ça met à jour. L'affichage est moins bon que dans Photoshop, on voit plus le grain. Mais le travail final sera correct.
modification dans Photoshop. Enregistrer le fichier. Mise à jour automatique dans Illustrator. Alors au passage, comment fait-on pour recadrer une image dans Illustrator? Eh bien, on doit faire un masque. Si je veux recadrer cette image, je dois faire un rectangle, ça pourrait être autre chose qu'un rectangle bien sûr, un rectangle sur la partie que je veux recadrer. Voilà, comme ça. Un rectangle sans fond pour que je puisse quand même choisir ce que je veux faire apparaître de l'image. Je sélectionne à la fois ce rectangle et l'image. L'image doit être en dessous du rectangle dans l'empilement des objets. Mais vu que le rectangle a été créé en dernier lieu, il est forcément au-dessus de l'image, il n'y a pas de problème. Hein. Donc ce qui masque doit être au-dessus de ce qui est masqué dans l'empilement des objets. C'est forcément le cas ici dans la palette des calques, puisque le rectangle a été fait après l'image. Donc voilà mes deux objets qui sont sélectionnés, le rectangle et l'image. Je demande de faire un masquage. Objet, masque d'écrêtage créé. Et voilà, j'ai recadré donc l'image. Je peux maintenant sélectionner ça, redimensionner, repositionner, etc. Donc par rapport à InDesign, le recadrage d'image est différent dans Illustrator. On doit donc faire un masque. Et on peut encore changer l'image dans la position de l'image dans son masque, en fait, évidemment. Hein. J'ouvre, je sélectionne l'image et je peux la bouger. La redimensionner, même s'il faut. Transformation manuelle. Il suffit que j'indique que je travaille sur la partie image uniquement. Par là. Ou par là. Alors, concernant le logo Illustrator que vous avez importé dans Photoshop, c'est vrai que le nombre de pixels de l'image Photoshop a de l'importance en fait. On a dit ce sont des vecteurs dans l'objet dynamique, donc insensibles à la notion de pixels normalement, mais il se trouve qu'ils sont dans une image Photoshop qui, elle, est sensible au nombre de pixels. S'il est trop faible, ça pixelise. Par exemple, si je vais dans Image, taille de l'image, que je demande de rééchantillonner, c'est-à-dire de modifier le nombre de pixels qui composent l'image, et je fais passer ça à 36, au lieu de... C'était 300 pixels par pouce qu'il était indiqué. OK. Eh bien, évidemment, ça pixelise. On voit clairement les pixels. Mais comme il s'agit de vecteurs, je n'ai pas perdu du détail. Dans l'objet dynamique, ce sont toujours des vecteurs. C'est-à-dire qu'à tout moment, je peux remonter la résolution. Ça ne va pas faire quelque chose qui est flou. Ça va chaque fois régénérer les pixels en fonction du contenu de l'objet dynamique. Bon, alors si je suis dans Image, taille de l'image et que je passe de 36 à 150, on a l'impression que le résultat va être pourri. C'est vrai que là, Photoshop vous montre ce qui se passerait si on passait de cette image-là, 36 pixels par pouce à 150. Il va multiplier les pixels, il va lisser, il va rendre flou. Mais en réalité, ce n'est pas ça qui va se passer. Dès que je clique sur OK, vous voyez que j'ai augmenté la netteté. Ça, c'est la magie de l'objet dynamique qui contient des vecteurs. Voilà. Et donc, c'est vrai que si vous pensez que le résultat dans Illustrator n'est pas assez bon, vous allez augmenter la résolution dans Photoshop, en fait. Pour cette image-là, si vous pensez qu'il y a un petit problème au niveau du logo, que c'est pas assez bon, vous augmentez la résolution dans Photoshop et ça va devenir meilleur. Parce que c'est vrai que ce sont des vecteurs, mais ils sont vus à travers des pixels.
Alors, ce qu'on a vu là ce matin n'est pas si évident que ça à comprendre parce qu'on manipule des vecteurs, des pixels, deux logiciels. Mais si vous avez compris ça, franchement, au niveau créatif, vous allez vraiment être boosté au niveau des possibilités techniques et créatives. C'est assez incroyable.